Dès l'âge de 6 ans, vous donnez 5 € par semaine à un enfant. S'il se comporte bien et a de bonnes notes, vous augmentez son salaire chaque mois. S'il fait une bêtise, son salaire diminue avec effet immédiat la semaine suivante. S'il fait quelque chose de grave, son salaire est stoppé quelque temps, puis reprend à son point de départ, 5 € par semaine. Après quelques mois, l'enfant prend de l'avance sur les enfants de son âge. Il est impliqué et comprend rapidement les choses. S'il est sage, il est récompensé. S'il faute, il perd ses avantages et son statut privilégié. Il comprend qu'après 4 mois sans fausse note, il peut économiser 100 €, ce qui est énorme pour un enfant de 6 ans et demi. Il comprend que s'il continue son sans faute, il ne lui faudra que 3 mois cette fois-ci pour gagner 100 € de plus. Très vite, l'enfant est familiarisé avec l'arithmétique. Il comprend plusieurs mécanismes élémentaires sur l'argent qui lui seront fort utiles par la suite. Penser comme un riche n'est pas quelque chose d'inné. Cela s'apprend, et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Si cette petite introduction vous a plu, mettez un like, abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est parti! Tout le monde veut être riche. Si une partie des gens veulent se montrer, l'autre partie souhaite rester dans l'ombre. Mais on a tous au moins une bonne raison de vouloir devenir riche. Pour ma part, la raison qui me pousse à atteindre cette liberté financière, c'est surtout pour assurer un avenir et une sécurité à ma famille, mettre tout le monde à l'abri de certains coups durs qui peuvent se résoudre rapidement avec de l'argent. Vivre tranquillement, sans se demander si on aura assez pour payer les factures. Mon objectif, comme je le dis souvent, est d'avoir assez d'argent pour ne plus avoir à en parler. Beaucoup de monde vise aujourd'hui comme moi cette liberté financière, mais savent-ils au moins comment y parvenir ? Ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Les paramètres macroéconomiques, la guerre et l'inflation nous font craindre le pire pour notre pouvoir d'achat dans les années à venir. Et je ne parle pas seulement de pouvoir d'achat, mais de pouvoir acheter. Qui s'est vu refuser son crédit en 2022 dû à l'augmentation brutale des taux d'intérêt de la BCE ? On parle d'une possible chute des prix de l'immobilier, mais qui pourra supporter un taux à 4% ou plus sur 25 ou 30 ans pour acquérir un logement ? Le monde va mal, et c'est un bien triste constat. Le fossé entre les riches et les pauvres s'est dramatiquement accentué depuis la crise du Covid. Un célèbre personnage a dit un jour « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Et c'est bien la direction que cela prend année après année. Sans parler du problème brûlant des retraites. Qui va payer pour cette génération de baby-boomers dans les années à venir ? Jusque quel âge allons-nous travailler pour financer ce système complètement dépassé ? Attention, je ne critique en rien les décideurs de ce monde moderne. Je n'ai moi-même pas la solution. Je ne fais qu'énoncer une problématique. Dans tous les cas et face à ce constat, on a deux solutions. Fermer les yeux comme la plupart des gens, continuer à regarder la télévision et prier, ou se prendre en main sans attendre, en essayant au moins quelque chose, en s'intéressant activement aux solutions et en se posant simplement les bonnes questions. Ce qui va être dit dans cette vidéo, vous ne le trouverez pas dans vos manuels scolaires et vous ne l'apprendrez pas à l'école française. Il s'agit d'un savoir souvent héréditaire qui se transmet de père en fils. Les questions qu'on se pose aujourd'hui sont les suivantes. Qu'est-ce que mon père ne m'a pas renseigné sur l'argent ? Qu'est-ce que j'ai dû découvrir, comprendre et intégrer par moi-même et que j'aurais aimé qu'on m'enseigne plus jeune ? Quels enseignements donner à un enfant qui grandit dans un monde dominé par l'argent ? À un adolescent qui s'apprête à rentrer dans la vie active et qui va prendre ses premières décisions financières ? La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que l'argent n'est pas mauvais. En finir avec ces non-dits et interdictions morales d'en parler, surtout en France. Mais si le mal nous entoure, je vous l'accorde, ce n'est pas l'argent en lui-même qui est mal ou mauvais, mais plutôt ce qu'on en fait, ce qu'on finance ou ce qu'on détruit. L'argent est juste le moyen, un moyen de vivre heureux, de mettre tout le monde à l'abri et de faire de bonnes choses. Bien bas est l'esprit de celui qui se laissera corrompre par l'argent. Avoir de l'argent est le meilleur moyen de ne plus avoir à en parler. Il est un outil d'échange, de commerce, nécessaire à toute civilisation qui se respecte. Une devise de référence que tout le monde peut utiliser et qui a de la valeur dans le monde entier. L'argent est le moyen d'acheter des actifs, des actions, des ETF, de l'immobilier, des matières premières, de payer des études à ses enfants ou une voiture à sa fille de 18 ans. Pour devenir libre financièrement, vous devez commencer par vous débarrasser de cette idée que l'argent c'est mal. Cette idée vous bride simplement et vous enferme dans les non-dits typiquement français. Pour intégrer les mécanismes de l'argent, vous devez pouvoir en parler librement, pas comme un sujet tabou. Ne vous entourez pas de personnes nocives, ces gens sont toxiques par nature. Entourez-vous et échangez de préférence avec des personnes corticalement terminées et qui pourront vous partager leurs expériences en finance et dans la vie de manière générale. Car oui, il est nécessaire d'éduquer les jeunes financièrement. Cette éducation, on ne l'apprend pas à l'école. Deux chemins sont possibles vers ce savoir. On l'apprend par un père ou un grand-père, ou encore un oncle chez qui on passe des vacances étant enfant. C'est la voie classique, mais qui se fait rare. Ou on est condamné à passer par des chemins sinueux de la dette et de la méconnaissance des mécanismes financiers, en fonçant tête baissée avec peu de conseils familiaux, ou alors des mauvais conseils. Ce chemin a un avantage, il forge le caractère et vous pousse à comprendre les choses plus vite,
en étant impliqué, comme un enfant de 6 ans qui se familiarise avec la notion de capital. La seule option, si personne ne nous a expliqué, est l'auto-apprentissage, par les bouquins mais aussi en échangeant avec des gens plus expérimentés ou sur YouTube par exemple en suivant les bonnes personnes. Ce monde est impitoyable. À chaque étape de sa vie, il y a des sélections. Et cela commence à la naissance, entre un fils de riche et un fils de pauvre. Tous deux n'auront probablement pas la même éducation financière, ni les mêmes connaissances sur l'argent. Heureusement, il y a une certaine justice pour passer au-dessus de cela. Avec de la volonté et de la détermination, on peut partir d'en bas et gravir les échelons, parfois même mieux que certains fils de riches, car fort d'une expérience beaucoup plus forte de par les chemins empruntés et les erreurs faites en cours de route. Qu'on soit riche ou pauvre de naissance, rien n'est jamais gagné d'avance. Il y a la nécessité d'agir dans les deux cas, de faire des choses aujourd'hui sur lesquelles vous aurez des retours dans plusieurs années et que les autres n'auront pas. De toute manière, si on n'essaie pas, on ne se laisse que peu de chances de réussir. Alors faites vos jeux les amis. La seconde chose que j'aurais aimé apprendre de mon père est la suivante. Comment est-ce que cela fonctionne ? Comment est-ce que fonctionne la finance dans son ensemble ? Sans complexifier des choses qu'ils sont déjà, on va essayer de rester simple. Qu'est-ce qu'un enfant ou adolescent doit comprendre sur la création de richesse ? La première chose à comprendre, c'est que la richesse mondiale représente un gros pot commun, en expansion lente mais relativement stable. Ce pot commun est constitué de plusieurs petits pots à l'intérieur. Ces petits pots sont les différentes classes d'actifs, actions, obligations, or, métaux précieux ou encore matières premières. Les actifs, c'est ce que vous achetez pour vous enrichir, pendant que la plupart des pauvres passent leur temps à acheter des passifs pour être sûr de garder leur pouvoir d'achat proche de zéro. Certains actifs sont dits sécurisés, les obligations d'État par exemple, et d'autres un petit peu plus risqués comme les cryptos. La seconde chose à comprendre est que ces différentes classes d'actifs, ces petits pots fonctionnent comme des vases communicants. Si un se vide, un ou plusieurs autres se remplissent. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se déplace. Ok, mais pourquoi ça se déplace ? Ça dépend de la conjoncture économique. Comprenez les paramètres en vigueur qui font que l'économie tourne ou non. Mais en pratique, ça veut dire quoi ? C'est quoi les paramètres en vigueur ? Il y a deux cas de figure en économie pour vulgariser. Soit la machine tourne, soit la machine ne tourne pas. Il y a de la thune ou il n'y en a pas. Les robinets sont ouverts ou les robinets sont fermés. Ok, mais qui décide d'ouvrir et de fermer ces robinets ? Eh bien, ce sont les banques centrales. Comprenez les banques des banques. Il y en a une par zone économique. En Europe, c'est la BCE, aux États-Unis, c'est la Fed par exemple. Leur rôle est simple et complexe à la fois. Ils doivent garder l'inflation sous contrôle, idéalement sous les 2%. Par inflation, comprenez la hausse des prix. Une inflation de 2%, ce sont des prix qui augmentent de 2%. Même raisonnement pour une inflation de 8%, comme c'était le cas il y a quelques semaines aux États-Unis. Mais alors, comment font ces banques centrales pour tenter de contrôler cette inflation ? Ils ont une arme puissante pour ça, car ce sont les banques centrales qui fixent les taux directeurs. Elles décident à quel taux on peut emprunter, ou plutôt à quel taux les banques peuvent vous prêter. Elles agissent directement sur la capacité des particuliers et entreprises à faire des crédits, pour consommer et créer de la croissance. Si l'inflation devient trop élevée, les banques centrales se voient obligées de monter les taux directeurs. Si les taux directeurs sont élevés, pas de crédit, l'économie est ralentie, les robinets de liquidité sont fermés et la thune se déplace vers les actifs sécurisés. Cela permet de contrôler l'inflation et de la maintenir à des niveaux raisonnables, mais bloque l'économie en la privant radicalement de son aliment préféré, la liquidité. En cas d'inflation faible cette fois-ci, les robinets de liquidité sont ouverts et les taux sont bas. Tout le monde peut faire un crédit et l'économie peut tourner sans menace de récession et de hausse de prix trop rapide. C'était le cas encore tout récemment avec des taux proches de zéro. Tout le monde pouvait acheter et on baignait dans la liquidité, dans l'argent gratuit. Disons que la situation a bien changé, avec des taux qui sont plus proches des 6% aux États-Unis actuellement. En tant qu'investisseur, on doit toujours se demander quels sont les paramètres économiques en vigueur pour choisir quelle classe d'actifs acheter. Est-ce que les robinets sont ouverts ou fermés ? Est-ce que je peux avoir du capital gratuit ou non ? Est-ce que je vais pouvoir acheter une maison ou est-ce que je vais devoir rester en location ? Est-ce que je peux mener mes projets à bien ou non ? Le second rôle des banques centrales, et pas des moindres, est simplement de créer des devises, d'imprimer des billets littéralement et de faire croître la masse monétaire. Imprimer des devises, ça s'appelle le QE, le Quantitative Easing. Cela a comme effet de diminuer la valeur d'une devise à l'unité. Comprenez que plus il y a d'euros en circulation, moins ceux que vous possédez ont de la valeur. Cette pratique s'est accélérée en Europe, suite à la crise de l'État grec en 2008, où il a fallu sauver l'Europe avec le quoi qu'il en coûte. Par quoi qu'il en coûte, comprenez, je n'ai plus de thunes, je vais en imprimer. On a tous essayé ça en étant petits, découper des billets fictifs et on avait comme projet de payer avec. Eh bien les banques centrales sont les seules à avoir ce privilège. Elles ne le font évidemment pas dans un but maléfique pour ruiner l'humanité, mais bien dans des cas extrêmes, pour sauver un continent par exemple de la faillite. Retenez que créer des devises en imprimé réduit considérablement la valeur de celles que vous possédez.
Pour ne pas tergiverser, vos euros vaudront toujours fondamentalement moins car l'impression monétaire ne peut malheureusement plus s'arrêter désormais. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est rare est cher, ce qui ne l'est pas est peu cher. Imprimer des billets vous fait radicalement perdre votre pouvoir d'achat, dévalue directement vos devises. Comprenez qu'il nous en faut toujours plus pour acheter le même produit chaque année, c'est ça l'inflation. Et c'est la raison même de la création de Bitcoin, par exemple. Des ingénieurs ont identifié l'impression monétaire comme étant l'une des causes de l'effondrement de la bulle de 2008 et ont décidé d'y remédier sans tarder. Voilà l'essence même de la création de Bitcoin. Empêcher l'impression monétaire et la perte du pouvoir d'achat qui y est associée. Le point le plus important à retenir avec Bitcoin est donc son supply fixe, la quantité de Bitcoin en circulation qui, contrairement à nos devises, est fixe et ne bougera plus. 21 millions tout rond, et pas un de plus. C'est beau, ça brille, ça fait rêver. C'est d'ailleurs en vantant ceci que Bitcoin nous est vendu comme un bouclier anti-inflation. Malheureusement, aujourd'hui et aux grandes dames de la communauté crypto, il n'en est rien. Les hommes mentent, pas les chiffres. Moins 25% sur le SPX, le CAC 40 actuellement sur son ATH et Bitcoin toujours à moins 70%. Il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte qu'à ce jour, Bitcoin n'a pas rempli sa mission, ce pourquoi on l'avait acheté. Mais sa technologie, la blockchain, reste très prometteuse car ne dépend pas des hommes. Tout est gravé dans le marbre et rien ne bouge. Et ce n'est pas pour rien si les banques centrales commencent à s'y intéresser. Je pense d'ailleurs que leurs travaux sur les crypto-devises sont beaucoup plus avancés qu'on nous le laisse penser. Pour clôturer ce passage rapide sur la crypto, je pense à titre personnel que c'est une ligne à avoir, aussi risquée soit-elle, dans son portefeuille. On ne sait pas de quoi demain est fait, et la crypto vient seulement d'ouvrir des portes. Une fois qu'on a compris et intégré toutes ces choses, on y voit normalement plus clair. Il en découle une nécessité absolue d'investir, de sortir son argent des banques et de le transformer en actifs, et si possible en plusieurs actifs. Pourquoi ? Pour se protéger de l'inflation et de la dévaluation des devises, car on sait que ces dernières sont vouées à perdre de leur valeur avec le temps. On doit mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, jusqu'à se dire « ça y est, j'ai compris ». Comment ai-je pu être aussi aveugle pour ne pas comprendre tout ça avant ? Cette nécessité d'investir et de se protéger s'accompagne toujours d'une notion clé, à savoir la diversification. Pour prospérer dans ce monde en tant que jeune actif ou investisseur, on doit comprendre qu'investir de manière diversifiée est la clé pour survivre financièrement. Mais en quoi ça consiste ? Eh bien c'est très simple. Vous avez compris la notion de richesse commune divisée entre plusieurs actifs, pouvant être comparée à des vases communicants. Vous devez simplement répartir votre capital sur ces différentes classes d'actifs, selon les paramètres économiques en vigueur. Est-ce que les paramètres sont favorables ou non ? Y a-t-il de la liquidité sur le marché ? Les robinets sont-ils ouverts ou fermés ? Dois-je me placer sur des actifs risqués ou sécurisés ? Tout est simple et doit le rester. Si l'économie tourne avec des taux directeurs bas, investissez. Actions, ETF, immobilier et même crypto-monnaies. Les robinets sont ouverts, feu. Si l'économie ne tourne pas, qu'on est dans une phase corrective, neutre ou alors de récession, avec des taux directeurs élevés pour contrer l'inflation, vigilance. Préférez des actifs plus larges comme les ETF World par exemple, les obligations d'État ou encore les métaux précieux. Dans tous les cas, il faut se méfier des devises, car elles sont par essence vouées à couler et à être remplacées par des nouvelles, toujours plus restrictives. Qu'est-ce que mon père ne m'a pas enseigné et que j'ai dû découvrir, comprendre et intégrer tout seul ? J'ai dû comprendre que ce système financier fonctionne par cycles, que ces cycles fluctuent en fonction de différents paramètres économiques. Soit ils montent, soit ils descendent. Soit on achète, soit on se protège. Il y a de la liquidité ou il n'y en a pas. Ces cycles sont contrôlés par les banques centrales, qui fixent les taux directeurs en fonction de l'inflation. Ces dernières sont d'ailleurs les seules à pouvoir imprimer de la monnaie, des devises. Le but étant d'apporter de la liquidité, pour des raisons de force majeure, mais faisons perdre leur valeur radicalement aux billets déjà existants, ceux que nous possédons tous. Pour perdurer dans ce monde, on doit comprendre qu'on doit investir le plus tôt possible sur les différentes classes d'actifs en fonction des paramètres économiques et limiter au maximum la possession de devises. Il va s'agir d'être patient, rigoureux et discipliné dans son approche, favoriser la vision long terme et profiter d'une retraite anticipée le jour venu. Comme d'habitude, lisez, croisez les sources et formez-vous. Comprenez ce que vous faites et ce sur quoi vous investissez. Je vous remets ma dernière vidéo capitale sur les cadrans de cash flow de Kiyosaki. Est-ce que ça vous parle ? Sinon, je vous conseille vivement de la regarder. Il s'agit de 3 manières notables de gagner de l'argent et d'en vivre. Je vous remets aussi une vidéo qui va parler simplement de la lutte des classes. Qu'êtes-vous prêt à faire pour devenir riche ? Pensez à liker, à vous abonner. À la prochaine les amis.